s'est proclamée féministe en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, je suis avec un panel, on va dire de chercheurs, oui, et de chercheuses. Parce que quand j'ai vu les biographies, je me suis dit, ah, je me sens toute petite en fait. J'ai avec moi Laïti, qui est sociologue et qui est spécialiste en égalité entre les femmes et les hommes. J'ai été bluffée quand j'ai appris qu'elle est aussi chercheuse associée à l'Institut Simone de Beauvoir à Concordia University. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Je pense que les panélistes auront le temps de se présenter elles-mêmes et lui-même. Parce que je pense que c'est mieux qu'on parle de soi-même. Parce que, oui, je pense que c'est mieux. À côté, j'ai Désiré Dénéo. Oui, il est elle. Aujourd'hui, c'est elle. C'est vrai. Est-ce qu'on n'a pas un problème de son ou c'est moi ou on a un problème de son? Est-ce qu'on a un problème de son? Est-ce que vous entendez bien? J'ai l'impression que le son il est un peu lourd. Ok. Donc aujourd'hui, excusez-nous, je vais faire comme une amie qui dit bonjour à toutes, les hommes y compris. Donc aujourd'hui, je vais rester avec elle. Et j'ai ici Dr Cher Sadibou Saro, qui est anthropologue et sociologue, qui est diplômé de l'Institut des hautes études internationales du développement de Genève. Je vous ai dit que le niveau il est un peu high ici. Est-ce que c'est faux? Et Dr Saro, il est auteur de plusieurs œuvres scientifiques sur les domaines d'intérêt qu'il connaît. Et il est aussi expert dans tout ce qui est masculinité positive. C'était important pour nous aussi d'avoir un homme sur le panel pour parler aussi de masculinité positive, pour avoir, on va dire, aussi son avis sur la question. Est-ce qu'on peut applaudir Dr Saro, s'il vous plaît? Alors, Désiré Dénéo, qui est ma collaboratrice à la Ligue, mais qui est aussi chercheuse, qui est la première femme qui enseigne les féministes africains dans une université privée à Abidjan, en Côte d'Ivoire, dans toute la Côte d'Ivoire. Elle est aussi la première femme féministe qui est chroniqueuse sur une chaîne, on va dire, privée en Côte d'Ivoire. Elle a commencé cette semaine. C'était important pour les féministes d'investir les espaces, on va dire, médiatiques. Félicitations Désiré et bienvenue parmi nous sur ce panel. Alors, Ndaï Fatou, elle dit, c'est pas Ndaï, c'est pas Fatou, c'est Ndaï Fatou. Ndaï Fatou Kane. Elle est une jeune chercheuse sénégalaise et ses recherches sont portées sur le féminisme sénégalais et l'intersectionnalité et aussi sur la construction des masculinités sénégalaises. Donc je pense que quand on voit les différents profils, je sens que ça va être super intéressant. Est-ce que vous êtes d'avis comme moi aussi? Parce que les questions que j'ai ici, ça va un peu bouillonner dans la salle et j'aime ça. Alors, on va aller dans le vif du sujet avec une première question. Pour tous mes panélistes, pourquoi c'est important pour vous de parler de masculinité positive? Pour vous, qu'est-ce que la masculinité positive et pourquoi c'est important dans un espace comme le nôtre aujourd'hui de parler de ça? Qui se lance? Alors bonjour, bonjour à toutes, bonjour à Sadibou et à quelques frères que j'ai vus derrière aussi. Merci Megan, merci à mes camarades sur le panel et je suis tellement heureuse d'être ici aussi et je voudrais qu'on applaudisse encore très très fort pour cette université féministe-là. Alors, moi, je n'irai pas tout de suite sur les questions de masculinité positive. J'ai envie de parler juste de masculinité. Et je réfléchissais un peu au panel et je me disais, en fait, la masculinité, les masculinités, comme dirait mon collègue, s'impose à nous et s'impose à nous très tôt. Quand on est petite et qu'on se rend compte rapidement qu'on a des restrictions que les petits garçons n'ont pas, qu'on nous dit ferme les jambes quand tu es assise, faut pas que tu t'éloignes trop de la maison, sors pas trop, ça va être dangereux pour toi, etc. On commence à se questionner tout de suite sur pourquoi moi je peux pas faire. Et là, on se construit en fait
en ne tenant bien entendu pas de la palette de restrictions aussi qu'ont les petits garçons, qu'on découvre plus tard aussi en faisant des recherches et en observant davantage. Mais là, on a une entrée donc aujourd'hui pour moi par les masculinités qui se traduit sur cette notion de privilège. En fait, la question du privilège, le privilège d'accéder, le privilège d'exister, le privilège d'avoir plus de contrôle sur son corps, etc. Donc vraiment, c'est d'abord cette étape-là. Et il y a un exercice très très solitaire quand on est enfant, qu'on fait, quand on est je sais pas, de se dire pourquoi je ne peux pas faire. Et on se met à poser des questions plutôt gênantes à certains adultes et à leur dire bon ben moi pourquoi j'ai pas droit et mon frère a droit et les cousins ont droit, etc. Et donc, pour moi, toute cette question de masculinité-là et du travail qu'on va pouvoir faire avec les hommes, qu'on va peut-être devoir aussi faire avec les hommes, ne se fera pas sans une conversation sur les privilèges. Et donc là, par conversation, je dis vraiment comme une réelle conversation, une remise en question des privilèges, une renonciation à des privilèges. Merci Letty, je pense que c'est straight to the point, comme on dit, c'est direct et c'est concis. Désiré, pour toi, pourquoi c'est important aujourd'hui de parler de ça? Bonjour à toutes. C'est vraiment un espace bienveillant. Je sais pas, enfin, c'est vraiment chouette de faire une université d'été féministe. Pour nous, féministes, enfin, africaines, francophones, parce que ce sont des espaces qui manquent. On a longtemps été lésés. Et il y a tellement de bienveillance et d'amour. Et je suis vraiment contente, enfin, d'être à cette université d'été. C'est important de parler de masculinité pour nous, ou pour moi, enfin, en tant que féministe. Mais surtout parce que depuis les années, enfin 2000, 2010, on parle de genre. Et moi, de mon positionnement féministe, enfin après avoir travaillé au sein d'organisations internationales, j'ai même l'impression que aujourd'hui on noie la question féministe dans, comment on va dire ça, dans le genre en fait. On parle d'égalité de genre sans vraiment venir questionner la masculinité. On va plutôt parler de femmes, de ce qu'il faut faire enfin pour que les femmes en fait soient égales, mais sans jamais venir questionner la masculinité. On ne peut même pas parler d'abord de masculinité positive sans questionner les masculinités tout simplement, les masculinités africaines. Et la question qu'on peut se poser, c'est qui définit nos masculinités et comment est-ce que cette masculinité africaine là se construit. Et c'est vraiment beaucoup de questionnements. Je me suis posé tellement de questions en fait avant ce panel-là. Et c'est une question qui est hyper importante parce qu'on parle du patriarcat en fait. Et les masculinités noires ou africaines telles que aujourd'hui perçues sont des masculinités qui, comment dirais-je, qui véhiculent en fait l'idéologie patriarcale et qui vraiment viennent mettre nous en fait la condition même des femmes enfin en danger si on peut s'exprimer ainsi. Merci Ndeye-Fatou pour la galanterie. Bonjour à toutes, les hommes y compris. C'est ça, non? Exactement, on aime ça. Ok. Pourquoi c'est important de parler de masculinité? La première raison évidente pour moi, je précise que je parle pour moi, de mon point de vue. La première raison évidente pour moi, c'est qu'on ne peut pas déconstruire quelque chose qu'on ne connaît pas. Et pour la lutte féministe ou la lutte pour les droits, quel que soit l'angle d'attaque, je crois que le pas important, c'est de d'abord déconstruire les choses parce qu'on les connaît. Or, on adresse les masculinités, à mon sens, des fois, en les prenant comme pouvant s'articuler autour de même logique. Or, c'est pour cette raison, d'ailleurs, Letty, je te remercie d'avoir souligné ça, c'est pour cette raison que moi j'en parle plus comme des masculinités, parce qu'il y a une diversité en fait de masculinités. Et la deuxième raison, pour moi, c'est que parler de masculinité, c'est un exercice d'abord de déformation. Pour l'homme que je suis, c'est un exercice de déformation avant d'être un exercice de déconstruction. C'est d'abord un exercice de déformation parce qu'en tant qu'homme, qu'on le veuille ou pas, dans le système dans lequel où on a grandi, le système patriarcal en question, nous sommes formés par instance même formatés, autant symboliquement que matériellement, y compris dans les tenues de corps, dans les manières de parler, dans les manières de faire, etc. Et donc c'est d'abord cet exercice de déformation
Ensuite, la déconstruction vient, qui est un exercice souvent facilement évoqué, mais beaucoup plus difficilement réalisable, puisque la déconstruction, avant d'être matérielle, est d'abord une déconstruction idéale, une déconstruction de position, une déconstruction symbolique. Et ensuite, à partir de là, viennent maintenant les inférences dans les pratiques sociales. Donc, moi, je suis à la lisière de la pratique scientifique et de la socialisation à la pratique militante. Et à partir de ce moment-là, parler des masculinités, pour moi, est chaque fois un exercice extrêmement compliqué, à la fois dans la déformation comme dans la déconstruction. Mais pour moi, c'est aujourd'hui, au moment où nous sommes dans nos sociétés, c'est aujourd'hui un combat vital pour faire avancer à la fois les droits des femmes, mais pour aussi faire avancer l'exercice nécessaire de déformation des hommes. Merci, Dr Cher. Fatou. Ndeye Fatou. Ndeye Fatou. Je me fais taper sur les doigts. Ndeye Fatou. Dr Cher a parlé de masculinité. Je vais déjà te demander pourquoi c'est important, mais je veux que tu puisses rebondir sur toi qui es chercheuse, qui est féministe. Est-ce que dans tout ce qu'il a dit, il y a une approche féministe, on va dire, qui vient questionner la masculinité positive? Merci beaucoup, Mégane. Merci beaucoup pour tout le travail que tu as fait en amont pour la préparation de ce panel. C'était pas très évident parce que quand tu envoies un mail et que tout le monde repasse derrière, merci beaucoup pour ta patience. Merci beaucoup à Maya, Fabiola et toute la team de nous avoir offert cet espace bienveillant parce que c'est important quand on est dans des espaces féministes de ne pas se faire agresser, d'être safe, surtout là, le côté safe, qu'on puisse parler de tous les sujets qui nous préoccupent sans pour autant nous sentir agressé, ça c'est important. Je suis très contente d'être là. Je vois des visages que je vois pour la première fois in real life et que je connais sur les réseaux, donc vraiment merci beaucoup pour tout ça. Je voulais entendre le professeur Sarro sur la question parce qu'il ne le dit pas, il est modeste, hein, parce que c'est l'un des seuls chercheurs que je connais qui travaille sur la question des masculinités. Quand je faisais ma revue bibliographique en préalable à ma thèse et que je cherchais des ouvrages à lire, des textes à lire, je suis tombée sur un article qu'il avait écrit sur la question des masculinités sénégalaises. Et ça m'avait interpellée, je me dis, mais en fait, qui est-ce que je connais qui travaille sur les masculinités? Quasiment personne. Je suis entrée par la question des masculinités, j'ai fait une entrée féministe. Quand j'ai commencé ma recherche sur le genre, il y a bientôt 6 ans, et que mon premier mémoire de master, c'est dommage que Tafatso ne soit pas là, mon premier mémoire de master portait sur la question des féminismes avec l'intersectionnalité. Comment est-ce que l'intersectionnalité, une théorie que presque tout le monde connaît ici, qui est une théorie afro-américaine et qui schématiquement dit que les femmes sont soumises à plusieurs canaux d'oppression, pourquoi est-ce que cette théorie n'avait pas pénétré l'écosystème féministe sénégalais? Et ensuite, en ayant fini le master et en cherchant un sujet à explorer pour la thèse, je me suis rendu compte que toutes les théories féministes, toutes les théories portant sur le genre étaient féministes. Ce qui peut se comprendre parce que quand la théorie sur le genre a émergé il y a une vingtaine d'années, les féministes africaines étaient en mode décolonisation, déconstruction. Donc elles travaillaient sur elles-mêmes. Et ce qui était important parce qu'il fallait qu'elles s'écartent du féminisme blanc, beauvoirien et hégémonique. Et j'ai découvert qu'il y avait une théorie sur le genre, les male studies, qui sont très développées dans le monde anglo-saxon. Je parle sous ton contrôle. Et donc, du coup, je me suis dit, mais en fait, pourquoi est-ce que, quand on parle de genre, faites la remarque, on parle du genre au singulier, alors qu'il y a 2 genres, il y a 3 genres, tout dépend du contexte socio-économique, socio-culturel où l'on se positionne. Et donc, je me suis dit, mais en fait, pourquoi est-ce qu'on ne travaille pas sur les hommes ? Pourquoi est-ce qu'on ne questionne pas les hommes en tant que dominants? Et il a dit quelque chose qui m'a interpellée. Quand on est dominant, on ne travaille pas sur soi-même, on n'a pas vocation à perdre nos positions de privilège. Et donc, du coup, je me suis dit, moi, en tant que jeune femme, en tant que féministe, ce serait intéressant d'aller questionner ces hommes-là et de les questionner sur leur point de vue hégémonique. Et c'est là que j'ai fait j'ai connu la théorie de la masculinité hégémonique, théorisée par Erin Connell, qui est une sociologue australienne, et qui dit en fait que la masculinité, c'est un lieu au sein des rapports de genre. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui que Cher Sadibou domine Ndeye Fatou ou domine Leïti? Qu'est-ce qui fait dans la structure, dans la posture, dans la vêture? Qu'est-ce que la société lui offre en tant qu'homme du point de vue physiologique qui fait qu'il est un dominant? Et donc du coup, c'est pourquoi il est important de parler de masculinité au pluriel. Parce qu'il y a la masculinité hégémonique et les masculinités subordonnées, par exemple, comme les masculinités LGBT. Et avant de parler de masculinité positive,
Parce que moi, quand on parle de masculinité positive, je m'arrache les cheveux. Je me dis, mais de quoi on parle là, en fait? Quand il y a eu le sommet sur la masculinité positive, il y a plusieurs mois, on en a parlé. On se dit, mais ce serait intéressant de faire un contre-sommet. Parce qu'on ne peut pas parler de masculinité positive ou hégémonique ou tout ce qu'on veut, toxique même, sans inviter les féministes. Parce que ce sont elles qui subissent les affres du patriarcat et donc des hommes avant toute chose. Donc la masculinité positive, le he-for-she pour moi, c'est juste de la poudre aux yeux. Ce serait intéressant d'abord de questionner la domination des hommes avant de leur décerner des médailles. Alors, elle vient d'aborder une question qui va revenir un peu plus tard. Je pense qu'on va redonner le micro à Laïti. Alors bien sûr, je rejoins mes collègues sur ce qui a été dit par rapport à la masculinité, les masculinités justement. Et effectivement, pour moi, il y a comme une instrumentalisation, mais c'est ça qu'on a fait aussi avec le genre, quand on a dit qu'il fallait faire du genre, etc., comme disait Fatou Sow et d'autres la dernière fois. Mais c'est la même chose maintenant, de ramener cet angle-là. Alors, s'il est important pour nous, je pense, de réfléchir à comment travailler avec les hommes, parce que ce dont je me rappelais ce matin, c'est que lorsqu'on organise des activités, quand on discute avec d'autres féministes extrêmement brillantes, elles nous disent il faut sensibiliser les hommes. Et là, la question qu'on se pose, c'est à qui incombe le fardeau de la sensibilisation des hommes? À qui incombe le fardeau de la formation des hommes? Est-ce que c'est à nous de faire ce travail-là ou c'est aux personnes donc, qui se considèrent comme hommes, qui sont supposément des alliés, qui doivent faire ce processus-là, en fait? Et donc, l'idée, c'est plus comment on va arriver à réfléchir à des pratiques d'alliance, donc qui s'inscrivent dans de la déconstruction. J'aimais bien ce que tu disais, la socialisation à la pratique militante. Donc, mais comment on réfléchit à tout ça, en fait? Et vraiment, moi, je disais hier, en fait, je suis comme aussi dans des espaces de projets dits de développement. Et dans ce travail-là, il y a aussi beaucoup maintenant de masculinité positive, n'est-ce pas? Et on voit rapidement, souvent, des hommes, un homme, débarquer avec un groupe de femmes qu'il est en train de former au leadership, par exemple. Et il est en mode, et donc, on veut la traduction. Il y a une injonction la traduction. Je vais traduire. Il y a une injonction à la prise de parole. Donc, il accompagne ces femmes-là. Il est en train de les former parce qu'il va te dire « Ah oui, mais tu sais, les femmes sont timides, il faut vraiment les accompagner. » Et donc, il vient en assemblée du village avec ces femmes et il leur dit « Parlez, prenez la parole, pourquoi vous ne parlez pas? Mais parlez. On vous a déjà dit que si vous ne parlez pas, on ne va pas tenir compte de vos besoins. » C'est une bonne intention. On s'entend que... Oui, Badiane. Oui, mais le français est une langue étrangère. Donc, je ne peux pas nécessairement traduire avec le ton. Mais en fait, ce qu'on entend, en fait, c'est qu'il y a le patronizing. Donc, il y a comme une démarche paternalisante derrière ça. Mais ce qui est intéressant, par contre, à noter et qu'on doit noter, c'est que ça part de ce qu'on pourrait considérer comme étant une bonne intention. Cet homme-là est impliqué, se sent impliqué dans une démarche avec des femmes ou pour des femmes. Il va parler à leur place, il va leur dire de parler, il va leur dire quand parler, quoi dire et où le dire. Et donc, bien sûr que ça s'ancre profondément dans des dynamiques patriarcales, inégalitaires, où là, c'est lui qui va encore une fois contrôler la parole des femmes. Et là, ça va être souvent des femmes pauvres, des femmes plus jeunes, etc. Et des femmes qui n'ont pas été nécessairement scolarisées. Et donc, la question qu'on se pose, c'est avec qui va-t-on être en alliance? Qui sont ces hommes qui se disent pro-féministes? Et à quel moment, nous, on peut quand même garder nos espaces, nos mix, pour faire le travail de déconstruction et de remise en question du patriarcat? Quand on est un homme et qu'on travaille sur les masculinités, je veux savoir quels sont les défis. Parce que c'est assez, on va dire, c'est pas courant de voir ça. Et tout à l'heure, Ndeye Fatou l'a dit, le patriarcat est révolté, mais ça va aller. Quels sont les défis et les obstacles auxquels vous êtes confrontés en tant qu'homme qui cherchent à redéfinir les masculinités avec une perspective féministe? Merci.
D'abord, je voudrais, avant de répondre rapidement à cette question, je voudrais revenir sur ce que disait Ndeye Fatou sur la masculinité positive, le he for she, etc. Pour moi, certains concepts sont des paravents qui sont utilisés volontairement ou non pour traiter d'une réalité sans véritablement transcender cette réalité. Le concept de masculinité positive, en ce sens, est un concept, pour moi, pervers, même si je l'utilise, hein, et je l'utilise, j'en fais même un contenu de formation. Mais c'est un concept pervers dans le sens où c'est un concept qui n'adresse pas la substance, en fait, de la domination hégémonique. Parce qu'en fait, qu'est-ce que la masculinité positive, si ce n'est la positivation, entre guillemets, des éléments non positifs de la masculinité. À partir de ce moment-là, on reste dans une forme de masculinité déjà pensée, qui est la masculinité patriarcale, avec les déclinaisons hégémoniques, complices ou subordonnées. Mais on n'adresse pas, en termes de perspective militante, pour le changement, on n'adresse pas véritablement les relents de la masculinité. Donc vous pensez que c'est superficiel, c'est ça? C'est pas superficiel dans la mesure où ça a des incidences, puisque, comme on l'a dit, il y a des sommets sur la masculinité, on décide, il y a de la décision politique, de la décision stratégique sur ça, donc c'est pas superficiel, ça a des incidences. Okay. La question c'est, quelle est la nature des incidences que ça a? Quelle est la nature des effets que ça a dans le renforcement des inégalités et des choses à combattre, ou est-ce que ça permet d'ouvrir des brèches? C'est pour ça que c'est un concept, ou en tout cas ce type de concept-là, moi en les utilisant, je m'efforce à un exercice de distanciation d'avec, pour ne pas les voir comme des concepts positifs, parce qu'on a marqué positivité dessus. Donc il y a cet exercice que je fais avec ça. Maintenant, pour répondre directement à la question rapidement, évidemment que pour les hommes qui travaillent sur cette question, j'en connais quelqu'un. Mais ici au Sénégal, c'est vrai que c'est une question qui a l'air d'être un non-champ de recherche. C'est moins que les gens ne s'intéressent pas à ça, c'est comme si c'est un non-champ. Ça fait partie de l'autre de la recherche. Mais pour les hommes, c'est évidemment plus demandant de s'adresser à ces questions en raison du fait que interroger un objet scientifique, et là j'en parle véritablement du point de vue scientifique, interroger un objet scientifique, c'est d'abord se décentrer de cet objet scientifique, c'est-à-dire donc sortir de cet objet scientifique. Or le premier défi pour les hommes, qu'ils soient pro ou non, le premier défi c'est de sortir de leur... Ils ne sont pas prêts à sortir, c'est ça? Je pense que des fois on n'est pas prêt à sortir de ça, parce que comme disait Letty, il y a un certain nombre de privilèges attachés aux positions des hommes dans nos sociétés. Des fois on n'est pas prêt, des fois on ne veut pas aller au bout de la logique de distanciation avec les corrélats de la position des hommes. Et donc le premier défi, et un autre défi important, c'est le défi, le défi sociétal, le défi du regard de l'autre. Et donc, d'abord, il y a ce questionnement que les hommes qui s'intéressent à cette question doivent faire. Jusqu'où est-ce que je vais dans le questionnement des masculinités, du point de vue simplement intellectuel? Ensuite, une fois que j'ai déconstruit tout ça et j'ai déblayé le terrain, est-ce que je continue d'avoir des pratiques sociales qui sont à l'opposé, en fait, de l'information scientifique que j'ai? Ou est-ce que je me mets à me socialiser, justement? C'est pour ça que je parlais de la socialisation, parce que ce qui est comme contenu dans ce qu'on appelle la masculinité, c'est le produit de la socialisation. À partir du moment où on sait les effets et qu'on n'est pas d'accord avec ça, parce qu'aussi il y a cette histoire, il faut ne pas être d'accord avec ça. Et si on n'est pas d'accord avec ça, quels sont les pas qu'on fait et quels sont les enjeux, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on gagne et qu'est-ce qu'on perd? Et jusqu'à quel point est-ce qu'on est prêt à perdre ce qu'on va perdre? Les privilèges. Les privilèges. Et en fait, le mot privilège cache encore bien d'autres choses. Mais jusqu'à quel point est-ce qu'on est prêt à perdre ce qu'on va perdre? Parce que c'est clair qu'il faut perdre des choses, parce qu'en fait, si on a pris trop de choses, il faut en perdre pour que ceux qui n'en ont pas en prennent. Jusqu'à quel point est-ce qu'on va accepter de perdre ce qu'on va perdre? Et ce qu'on va gagner,
Jusqu'à quel point est-ce que ça remplace la question du remplacement, en fait, là, pour le coup, des privilèges, jusqu'à quel point ça remplace. Pour moi, c'est tout ça comme défi qui se pose. Et un autre défi très rapide avant de laisser la parole, c'est la légitimation scientifique. Parce que pour un scientifique comme moi, la légitimation de la parole scientifique est importante. Parce que je mène ma carrière scientifique dans un espace scientifique. Or, nous savons tous et toutes que l'espace scientifique, notamment l'espace universitaire, est un espace androcentré et extrêmement violent, non pas simplement contre les femmes, mais contre tout ce qui met en cause l'hégémonie du patriarcat. À partir de ce moment-là, c'est tous ces défis-là qui s'entremêlent et qui font que chaque fois qu'on prend la parole ou qu'on écrit un article, doivent s'enchaîner des modalités stratégiques de dénouement de tous ces défis-là. Wow, quand j'entends ça, je me dis, on a encore du travail. Merci, Dr Cher. C'était parfait, on va dire. J'ai envie d'entendre Désiré sur la question des E4She. Oui, j'ai envie d'entendre, c'est quoi en fait? Qu'est-ce que tu en penses? Tout à l'heure, Ndaï Fatou a dit quelque chose de très poignant dessus, parce que je vous ai entendu parler après, je me dis, j'ai bien envie d'entendre ce que tu en penses. D'accord. Tout à l'heure, Dr Cher a parlé de redéfinition. Dès qu'on commence à redéfinir les masculinités, surtout en tant qu'homme, qu'est-ce qui se passe? Hier, je me suis amusée à faire un exercice assez intéressant sur Facebook ou sur Twitter. Très souvent, je le fais quand je veux capter en fait les points de vue, surtout des hommes. Et j'ai demandé, qu'est-ce qu'un garçon princesse? C'est une expression qui est en vogue en Côte d'Ivoire pour ceux qui suivent en fait... Un garçon princesse. Un garçon princesse. Sur TikTok et sur Facebook. Et j'ai vu, un garçon princesse, c'est quelqu'un qui exprime ses émotions, c'est quelqu'un qui est propre. Et on m'a même sorti, mais c'est un homme en fait qui est féministe. Est-ce que vous voyez en fait? Donc en fait, du coup, dans les relations interpersonnelles, quand on va commencer à redéfinir les masculinités, automatiquement, cet homme-là qui va être sensible à la cause féministe, qui va pouvoir exprimer ses émotions, parce que justement, dans la masculinité hégémonique dont parlait Ndaï Fatou, c'est tout simplement ce qui va venir, en fait, positionner en fait l'homme de façon supérieure, enfin, tout ce qui est stéréotype, enfin, lié, enfin, à la masculinité. Et du coup, un homme qui commence à s'intéresser à cela est catalogué de féministe. On va même parler de femmelette, enfin. Et aujourd'hui, c'est garçon-princesse, quoi. Vous voyez l'opposition, en fait, entre les deux termes. Le E4She, c'est un concept qui m'exaspère, honnêtement. Qui m'exaspère surtout en contexte africain. Des chefs d'État sont allés s'asseoir, je crois à Kigali ou au Congo, il me semble, avec à l'époque Ellen Johnson Sirleaf, et on a décidé qu'ils sont E4She. Je sais que le premier en Afrique francophone, c'est notre président Ouattara. Bon, la condition des femmes en Côte d'Ivoire, c'est vrai que c'est pas tragique, mais ça laisse à désirer. E4She, c'est juste de la communication. Après, quand on regarde comment le mouvement se lance, c'est ONU Femmes, organisation du système des Nations Unies, qui se veut féministe, qui va lancer le E4She à Davos, dans un espace totalement, capitaliste en fait. Emma Watson qui va mettre un peu, galvauder un peu le E4She. Mais le E4She que moi j'ai eu à rencontrer, tous ceux qui se disent je suis E4She, généralement ils disent je suis E4She, mais je ne suis pas féministe. Si c'est censé promouvoir, l'égalité des genres, et très souvent ce sont des entreprises qui vont galvauder le E4She. Moi je me suis amusée à regarder en Côte d'Ivoire les entreprises qui promeuvent le E4She. Je ne vais pas citer le nom de l'entreprise pour ne pas me coller en fait un procès, mais c'est une entreprise qui détruit, qui pollue les rivières et les fleuves, qui est dans le minier, et qui a l'un de ses responsables qui est en justice pour violence domestique, violence sur ses enfants, mais qui se balade avec une pancarte, je suis E4She. C'est quoi en fait le E4She? Et j'ai l'impression qu'à travers cette expression-là, on vient comme en fait étouffer la notion féministe, on vient mettre de côté ce qui est féministe pour pouvoir galvauder en fait le E4She. Les E4She sont des personnes qui ont soit fait un certificat en genre, comme l'Haïti en fait le disait tout à l'heure, qui vont former des femmes aux questions de leadership. Mais à quel leadership en fait finalement? Et
Moi, je préfère travailler avec quelqu'un qui se revendique pro-féministe ou qui se ne revendique pas du tout féministe, qui est sensible à la cause, qu'avec quelqu'un qui se dit e-forchi, parce que très souvent, on tombe dans du mansplaining. Ils viennent nous apprendre, en fait, ce qu'on sait, et ils veulent, en fait, reproduire cette même domination-là. Parce qu'il faut le dire, aujourd'hui, le féminisme est en vogue. Donc, qui se dit féministe, en fait, est quand même bien vu au niveau des organisations internationales. Et quand ils le font, c'est pour pouvoir avoir des postes. Moi, je le dis, hein, j'en tiens de ma pratique militante, mais aussi de ma pratique professionnelle. Parce que ceux qui sont e-forchi que j'ai rencontrés sont les plus gros sexistes. Elle a terminé avec ceux qui sont les plus... qui se revendiquent e-forchi sont les plus sexistes. Ok. Je garde une phrase de chaque intervention. On va garder le micro du côté de Ndeye Fatou. Alors, selon toi, quels sont les aspects qui n'ont pas encore été pris en compte dans le processus d'engagement des hommes, en fait, vis-à-vis des masculinités? Parce que je vais laisser la masculinité positive, comme Dr Charles l'a dit, je vais dire des masculinités. Qu'est-ce qui n'a pas été pris en compte dans les masculinités? Adresser le point de vue des hommes, on va dire. Oui. Parce que même dans la recherche scientifique, quand je faisais par exemple mon mémoire de master, je me suis posé la réflexion à plusieurs niveaux. Parce que c'était sur la construction des masculinités sénégalaises d'un point de vue politico-religieux. Et j'ai fait une petite observation, je me suis dit, mais en fait, dans des événements religieux tels que la célébration de la naissance du prophète, lors du Magal ou lors des élections présidentielles, les femmes étaient un peu mises de côté. Donc, est-ce que la religion et la politique étaient des secteurs de domination au Sénégal? Et donc, du coup, je me suis dit, je suis une jeune femme, j'ai la trentaine, je vais interroger des hommes de 50 ans, avec tout ce que ça englobe en termes de sociabilité, en termes d'attributs sociaux. Et par exemple, pour des questions, j'avais fait un questionnaire et je voulais les interroger sur pourquoi est-ce que dans leur parti politique il n'y avait pas de femmes, pourquoi est-ce que par exemple quand ils prenaient la parole lors d'événements religieux, les femmes n'étaient pas à leur côté pour expliquer la parole du prophète, pour expliquer des versets coraniques. Et donc lorsque je leur dis bonjour, je fais un master en études sur le genre, plus personne ne parlera. Genre, les lobbies financés par, etc. Et tout de suite, dans leur tête, il y avait tout un mécanisme qui se mettait en place. Et moi, ça m'intéressait. Je dis pas sociologie, études sur le genre, pour voir qu'est-ce qu'ils en pensaient déjà. Vous avez 50 ans, vous êtes mariés. Alors, avec votre femme, comment ça se passe? Ça se passe bien. Je l'ai aidée à faire des études. Quand elle fait des études, c'est moi qui garde les enfants. Ça ne me pose pas de problème. Hein. Je dis, mais pourquoi ça devrait poser un problème? C'est normal. Quand votre femme est au travail ou fait des études, c'est vous qui devez garder les enfants. Mais toujours dans leur discours, on voyait qu'ils n'étaient pas, même quand ils se déconstruisent, ils ne sont pas totalement. Et d'un point de vue féministe, que ce soit dans la recherche ou dans la pratique militante, je pense en fait que cette déconstruction, cette remise en question est toujours du point de vue des femmes. Mais les hommes ne le font pas assez. Et même je me dis, mais en fait, moi, je fais une thèse sur la question des masculinités médiatiques au Sénégal. Pourquoi est-ce que les hommes ne travailleraient pas sur eux-mêmes? Mais ça voudrait dire que le travail de déconstruction serait à faire, mais très 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 loin. Que ce soit pour le féminisme, pour les études de genre, c'est toujours nous en fait, qui travaillons sur nous-mêmes et qui travaillons sur eux. Pourquoi eux ne travailleraient pas? Ils travaillent sur nous, hein, parce que les hommes sont féministes, sont dans les espaces de développement, etc. Mais ils ne travaillent pas sur eux. Donc je pense que ça, du point de vue féministe, c'est ça qu'il faudrait alors questionner un petit peu plus. Merci beaucoup. Ils ne travaillent pas sur eux-mêmes, ils travaillent sur nous. J'ai gardé la phrase. Je vais passer le micro à Laïti. Hier, quand je développais la question, elle me dit, parle plutôt de stratégie. Moi, j'ai envie d'entendre, quelles sont les stratégies que tu utilises dans ton travail, dans ton militantisme, en fait, quand tu parles des masculinités? On a envie c'est un partage d'expérience, en fait, ici. On veut ressortir avec quelque chose. On n'en a pas qui fonctionne. J'aime bien ça. Non, mais très sérieusement. Parce qu'on se rend compte que les hommes sont prêts à avoir des conversations sur les masculinités positives. Ça les intéresse. Donc, passer la première slide où la personne va dire est-ce qu'il y a des masculinités négatives et puis il y a beaucoup de rigidité, ou quand je suis en atelier avec Sadibou, où c'est lui qui se retrouve à se lever quand on est un groupe de femmes avec lui qui donnons l'atelier, à défendre le début de la conversation pour que les hommes puissent juste écouter la première étape qui est de dire
on va aussi parler d'inégalité. On ne peut pas juste aller parler de masculinité positive. On va parler d'inégalité. On va parler de privilèges. On va parler de rigidité des masculinités. Et on va parler de masculinité toxique. Et là, ça c'est le truc qui fâche les masculinités toxiques. Et j'arrive pas à savoir. Et je pense que c'est ce que tu nommais, Néfat, le truc de ne pas réfléchir sur soi, de ne pas réfléchir sur l'impact que ces masculinités-là ont. Et je pense qu'une entrée intéressante, si on pense stratégie, je ne suis pas sûre que ça soit nécessairement efficace, mais intéressante en tout cas, c'est l'entrée par les violences conjugales. Je trouve que par exemple, les violences conjugales, on n'en parle pas suffisamment au Sénégal. On ne parle pas suffisamment du cycle de la violence et de comment ça opère. Et je pense qu'elles doivent être inscrites dans toute cette réflexion-là sur la masculinité toxique et de comment elle se traduit dans les ménages sur des violences sur les corps des femmes, des violences psychologiques, des violences verbales, etc. Et donc c'est tout ce truc-là. Et comment aussi les femmes sont socialisées à respecter, à marcher sur la pointe des pieds autour de ces expressions de masculinité-là, à protéger les masculinités avec ce fameux gorle, donc c'est un homme. Comme c'est un homme, il va falloir l'accueillir comme tel dans la société. Il va falloir aussi protéger son ego de mâle, en fait, dans cet espace-là. Donc voilà, c'est toute la réflexion à faire, mais en cohérence. En fait, c'est ça. C'est les femmes et les hommes, même quand on réfléchit aux masculinités, en fait. Merci. Merci Laïti. Après, Dr Cher, je vais vous laisser la parole dans le public pour qu'on puisse discuter. C'est un échange. Et docteur, moi, j'ai envie d'entendre votre point de vue. Elle vient de parler de masculinité toxique. Est-ce que lorsque vous parlez de ça dans les communautés, comment est-ce que vous êtes reçu? Qu'est-ce que vous recevez? Beaucoup de choses. Mais d'abord, quelque chose qui ressort de ce que mes collègues ont dit et qui est absolument important à retenir, c'est que dans un contexte patriarcal qui ne se pense pas comme problème, un plan stratégique de déconstruction des masculinités n'est pas possible. Il y a un élément de fond qui consiste à d'abord voir le problème. Et c'est une des raisons pour lesquelles, s'il est plus facile pour les hommes de questionner la position des femmes, pour les femmes également de questionner la position des femmes, est moins facile pour les hommes de revenir sur la question de leur masculinité, et même pour beaucoup de femmes. En dehors des milieux féministes, il est très rare de voir des femmes, même qui s'intéressent aux questions d'inégalité, de s'interroger sur les questions des masculinités. Parce qu'en fait, comme je l'ai dit tantôt, le système invisibilise le problème. Et vous pouvez le transposer sur un autre problème. Tous les problèmes qui sont invisibilisés ne trouvent pas solution dans un plan stratégique monté par le système lui-même. C'est pour cette raison que quand on dit que l'entrée par les masculinités positives est une entrée problématique, il faut voir que la notion de masculinité positive est une notion qui invisibilise le système hégémonique et le système de domination là-dedans. Et ça, c'est valable pour le rapport homme-femme et valable pour le rapport homme-homme. Puisque, comme elle le disait tout à l'heure, il y a plein d'auteurs ont écrit, mais Cornwell, par exemple, typologise les masculinités comme la masculinité hégémonique, la masculinité subordonnée, la masculinité complice, mais en disant très clairement que nous construisons nos sociétés patriarcales en référence à la masculinité hégémonique qui elle-même est un idéal. Pour Weber, c'est d'ailleurs un idéal type, c'est-à-dire on ne rencontrera jamais un homme qui porte la masculinité hégémonique, quand bien même les hommes sont socialisés à la masculinité hégémonique. C'est pour cette raison que la masculinité est si onéreuse pour les hommes. C'est hyper difficile d'être masculin en réalité, dans cette configuration-là. Et donc, quand on parle des masculinités dans des assemblées, que ce soit parce que moi j'ai rencontré autant d'hommes que de femmes, j'allais dire, bon en tout cas, j'ai rencontré des hommes et des femmes qui se sont toujours posé la question de mais qu'est-ce que vous voulez dire, professeur, en termes de masculinité positive ou masculinité toxique, etc. Parce qu'évidemment, on ne considère pas, la plupart des hommes ne considèrent pas que leurs attitudes dans les espaces peuvent être source de toxicité. Au contraire.
des fois, on considère, dans beaucoup de cas, on considère même que c'est leur rôle d'être dans ces formes de rapport aux autres. Parce qu'il ne faut pas oublier que les masculinités ne se manifestent que dans les interactions. Ce sont des rapports, ce sont des modes de l'attachement à l'autre. C'est comment on se rapporte à l'autre et dans les modalités de se rapporter à l'autre qu'on transporte. J'aime bien ce mot-là qui m'est venu d'une de mes étudiantes, d'ailleurs, le fait de transporter dans le rapport quelque chose qui n'est pas en soi, mais qui est un idéal dans la société. Quand on prend la violence, par exemple, certaines formes d'expression de la violence sont transportées dans l'interaction sans que l'homme, après on se rend compte, parce que l'homme va dire, moi je suis même étonné d'avoir été à ce niveau de violence. Mais ça ne dédouane pas l'homme qui a causé la violence, mais on voit très bien que le nœud problématique, c'est dans le rapport à l'autre. Comment dans le rapport à l'autre on amène ça? Comment l'autre qui est victime de violence, que cette personne soit une femme ou un homme, comment l'autre est socialisé à incorporer la violence et à donner à la violence la signification qu'elle doit avoir. Et donc, du coup, quand on parle de masculinité toxique, les gens ne voient pas la toxicité. Mais la toxicité de la masculinité positive, c'est le fait de dépouiller l'espace, par exemple, de cette possibilité de discuter en paix. C'est le fait de dépouiller l'espace de la possibilité de donner la parole aux uns et aux autres. Et un élément important, c'est que cette toxicité-là peut aussi être de l'autre vers les masculins. Hein? L'injonction à la toxicité. C'est un peu comme ça. Elle venait de dire, avec les garçons princesses. Je dois expliquer? Oui. Oui, l'injonction à la toxicité, c'est voilà, le terme Wolof, malheureusement, je vais pouvoir le dire en Wolof sans pouvoir le traduire avec... Par exemple, lorsqu'on te dit, lorsque l'homme dit, man góor la, sama yaay nee na góor la, wala lii dafa war a góore. C'est-à-dire, derrière ces mots-là, il y a l'idée que si je ne le fais pas, je ne suis pas reçu par l'autre comme habitant moi-même la forme attendue de ma masculinité. À partir de ce moment-là, le rapport est intéressant à analyser. Et voir maintenant, et dans la déconstruction, c'est important de voir ce rapport-là, comment ça conduit à la performance ou ça induit à la performance. Quand on parle de masculinité positive, j'ai envie de m'arracher les cheveux parce que la facilité avec laquelle on a accepté ce concept-là, alors que le féminisme toujours peine à être accepté, ça me dérange. Nous avons un président ici qui a organisé une conférence sur les masculinités positives. Il n'a jamais organisé, même pas un colloque sur le féminisme. Moi, je crois que la masculinité positive, c'est pour juste cajoler l'ego des hommes. Ça leur permet de mieux baiser, je m'excuse. C'est quelque chose qu'on a créé vraiment pour mettre les hommes à l'aise. Moi, je parlerai de hommes en déconstruction. Merci. C'est ce terme qu'on doit adopter et les inviter à vraiment écouter au lieu de se présenter comme des personnes qui sont un peu à l'aise. Parce que, par exemple, quand on dit masculinité positive, c'est comme si on disait un racisme positif, un colonialisme positif. Et j'ai du mal à voir masculinité qui vient de patriarcat être positif. Je m'excuse, ce n'est pas une question, mais je voulais juste dire ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, je vais faire suite à professeur Marambala. Et je vais... Alors, on a entendu la question des déconstructions. Je me présente jamais comme une féministe décoloniale, mais là, je vais faire un petit peu la décoloniale, parce qu'on a peu évoqué la construction des masculinités importées. On avait cette conversation hier. Comment, à partir de l'étranger, à partir du colon, à partir des religions importées, à partir de, etc. Pas que l'islam, hein, même la chrétienté ne nous appartient pas, nous a aussi amené des représentations des hommes et à peser sur les rapports hommes-femmes et pèse toujours aujourd'hui sur les rapports hommes-femmes. Donc il y a cette première question. Et la deuxième question, c'est, alors je suis bien navrée, je sais que vous tenez à vos partenaires techniques et financiers, mais
on n'a pas de critique structurelle des institutions internationales et de la manière dont elles valorisent ou non les féminismes. D'ailleurs, nous avions le premier jour sur la table un petit fichier dans lequel figurait une personne qui pour moi n'est pas féministe et qui est d'ailleurs en procès avec des féministes. Donc il faut aussi poser cette question-là. Fatso l'avait posée sur la question du genre en démontrant comment les institutions internationales avaient vidé le genre de son aspect politique. On est en train de vider le féminisme de son aspect politique aussi par les institutions internationales et par leur action au quotidien. D'autant qu'en plus, elles régissent aussi nos rapports sociaux à partir des règles de droit auxquelles elles nous soumettent, qui sont implémentées hors sol. Merci beaucoup. Donc 2 questions ici. Ensuite, Mégane. Oui, pardon. Ici, cette table, et après, on part avec l'honorable. Je suis Ezra Sédouéné. Comme je l'ai dit hier, je viens du Gabon. Alors, comme je suis enseignante de lycée, donc je travaille avec des enfants, enfin du moins des adolescents. Et quand on parle de questionner les masculinités, questionner les rapports entre les filles et les garçons, je suis enseignante d'histoire, géographie et éducation à la citoyenneté, je précise. Et les adolescents, je trouve, sont très ouverts. Les garçons, je précise bien, les garçons à cet âge-là sont très ouverts. Ils sont très conscients des inégalités, contrairement à ce qu'on pense. Ils sont très conscients des privilèges qu'ils ont. Par exemple, quand on leur parle dans la sphère domestique. Moi, j'ai des élèves, des garçons de 14, 15 ans, qui vont dire « Oui, c'est vrai qu'à la maison, on me demande moins qu'à mes sœurs. On me demande moins de faire les tâches ménagères. » Et il y a d'autres qui disent « Ah non, moi, à la maison, ma mère nous dit aux filles et aux garçons de faire toutes les tâches ménagères. » Ça, c'est à l'adolescence. Mais le constat qu'on fait, c'est que quand ils grandissent, ça change. Je sais pas, c'est les mêmes garçons, vous allez prendre les mêmes garçons, c'est comme si plus ils grandissent, plus ils ont conscience de leurs privilèges en tant qu'hommes dans la société. Peut-être que quand ils sont plus jeunes, ils n'en ont peut-être pas totalement conscience, mais plus ils grandissent, plus ils se rendent compte que c'est à leur avantage. Alors, comment on peut faire ? Déjà, comment faire pour s'adresser de façon plus efficace, pour déconstruire de façon plus efficace chez les plus jeunes ? Parce qu'eux, ils sont à un âge où ils sont plus ouverts. C'est plus difficile de changer des hommes, des adultes qui ont déjà tout un bagage social construit, que des adolescents, eux, des enfants, ils sont encore très ouverts. Et comment faire pour que cela ne change pas, qu'ils ne se fassent pas avaler par la société? Parce que c'est l'impression que j'ai. Je vous remercie. Merci beaucoup. Ok, Bénédicte Bailou. Moi, ça m'aurait fait plaisir de voir quelqu'un de ONU Femmes sur le panel, une personne de ONU Femmes. Voilà, je précise. Parce que la question du E4She, on connaît parce que c'est un concept de ONU Femmes. Je voulais savoir quels critères ONU Femmes met pour identifier les E4She. Parce que nous, dans nos pays, les personnes identifiées comme E4She sont très problématiques. Et donc, nous, nos critères ne correspondent pas aux critères de ONU Femmes. Donc, ça m'aurait fait plaisir de connaître ça. Et également, j'aimerais avoir le point de vue des panélistes sur la question des organisations de la société civile où le leadership est géré par les hommes, mais qui se disent E4She. Est-ce que ces organisations sont des organisations féministes? Quand on connaît le leadership féministe, quand on prône les valeurs féministes que nous prônons au sein des organisations, est-ce qu'une organisation où, par exemple, le directeur exécutif, le président est un homme qui se dit E4She est forcément une organisation féministe? Merci. Moi, j'aimerais rebondir 2 secondes sur ce que le professeur Sarro avait dit avant qu'on passe aux questions. Parce que quand il parlait de masculinité qui se divise par rapport à l'autre, l'autre c'est qui ? Dans un contexte hétérosexuel, patriarcal, l'autre c'est nous. Les masculinités se définissent et se déploient par rapport aux femmes. Donc c'est ça que je voulais dire. Et sur la question des he-for-she, sur les critères, je me rappelle qu'on avait eu cette conversation sur Twitter il y a quelques mois, lors du sommet qu'il y avait eu sur la masculinité positive. Et on parlait in extenso de he-for-she, on se disait, mais en fait, quand on fait la cartographie un peu des chefs d'État, à qui ONU Femmes a donné une petite pin avec tout le cérémonial qui va autour de he-for-she, ce sont les présidents les plus problématiques. Quand on va au Sénégal, il y a eu combien de milliers de féminicides depuis plusieurs années? Est-ce qu'on a entendu le président en parler?
Est-ce qu'on a entendu sa femme en parler? Est-ce on les a vus prendre position sur ces questions? Et moi, j'ai été très peinée lors de la conférence Women Deliver. Je n'étais pas invitée, hein, parce que je pense qu'on ne m'avait jamais invitée dans ces espaces-là. Et j'ai questionné les filles qui y étaient, dans l'IT. J'y étais. Donc, vous y étiez, donc je vous mets toutes dedans. Pourquoi est-ce que le président Macky Sall et Paul Kagame, qui sont les deux présidents les plus problématiques en Afrique sur les questions féminines et féministes, pourquoi est-ce que vous leur donnez des espaces? Ils vous ont reçu chez vous. Mais moi, j'aurais bien voulu qu'on leur jette une paire de chaussures à la George Bush, surtout quand Macky Sall parlait du code de la famille, qui disait que c'est un code de la famille. Je fais une digression, un code de la famille entre tradition et modernité. Donc ça, déjà, c'était compliqué. Comme le dit Marambala, les hommes nous coûtent cher. Quels sont les critères? Je me pose la question. Pourquoi est-ce qu'on décerne à ces hommes-là des pins pour leur dire vous êtes des hiforchis? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour nous? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour les femmes? Donc c'est la question qu'il faudrait se poser. Et docteur Sarro, pourquoi est-ce que si la masculinité positive est un concept problématique, pourquoi est-ce que vous continuez de l'utiliser et de faire des formations dessus? Je donne le micro directement. Je reste en dehors de ça. C'est bon? Oui. Je pense que comme ça, potentiellement, c'est les derniers tours de parole. Non, oui. Ok. Je crois que je vais pas répondre directement à cette question de Ndeye Fatou, que je trouve ne pas être une question, c'est une inquestion. Dans la mesure où j'ai dit que c'est un concept par avant qui, pour le socialiser au militantisme que je suis, c'est un concept qui pose un problème dans sa capacité à faire changer les choses. Par contre, même si c'est un concept problématique, il importe de l'utiliser pour en discuter le contenu. Et quand moi je fais de la formation, que ce soit dans le cadre public universitaire, dans mes cours, ou dans le cadre de la formation, c'est un concept que j'utilise, mais c'est un concept que je mets sur la table pour qu'on en discute. Parce que mon idée derrière, c'est qu'on peut, à partir d'un concept aussi problématique que le concept de masculinité positive, ou un concept aussi problématique que le concept de he for she, permettre aux gens de travailler autour de ces concepts et d'aller plus loin que ça. C'est ça l'enjeu. Donc, moi, je ne vois pas vraiment de soucis là-dedans, mais enfin, on est dans une université. La question de la collègue gabonaise m'a paru être une question extrêmement intéressante sur... sur l'éducation des jeunes. Oui. C'est celle qui disait... les jeunes, les adolescents sont souvent très ouverts, mais après, au fur et à mesure qu'ils grandissent, on a comme un effet on les ramène dans les règles, entre guillemets. Et elle disait, mais comment on fait pour que ça ne change pas? Je crois que ça, c'est une question de perspective, parce que si on trouve la réponse, on trouvera la réponse à les modalités de la déformation et de la déconstruction des jeunes, puis des plus âgés et jusqu'aux plus vieux. Mais je crois qu'une des pistes, c'est la question de la responsabilité. Parce qu'en fait, les responsabilités ou l'injonction à assumer les responsabilités d'hommes, entre guillemets, dans une société patriarcale, vont peser plus chez les hommes quand ils deviennent plus grands que chez les adolescents. Je fais la référence parce que j'ai la chance de travailler également en anthropologie du religieux. J'enseigne d'ailleurs l'anthropologie du religieux. Et je fais l'homologie entre la question du péché. Quand on est enfant, dans les religions en tout cas révélées, quand on est enfant, on considère que jusqu'à un certain âge, on n'a pas encore de péché. On n'est pas encore responsabilisé dans la faute. Et qu'à partir d'un âge plus avancé, on doit être amené à la règle. Et je crois que dans les modalités de socialisation, dans les sociétés patriarcales, il y a cet effet qui est presque lié à la foi, où on va amener les gens à dire « Ok, maintenant, le sérieux arrive. Hein, il faut maintenant rentrer dans les rangs, etc. etc. » Et je crois que ce travail de déconstruction-là, qu'on arrive à faire chez les plus jeunes, va être plus difficile chez les plus vieux, mais ce n'est pas parce que c'est plus difficile. Je pense qu'il faut s'arrêter de le faire, il faut continuer de le faire.
Et dernier point, si tu permets, Mégane, très rapidement, c'est sur les OSC. Je crois que c'était la question de la collègue sur... moi, je crois que ce qui, de mon point de vue, moi, me permet de considérer que quelqu'un ou une organisation est dans une perspective féministe, ce sont ses pratiques. Qu'est-ce que cette organisation fait? Qu'est-ce que cette personne fait? Dans, d'abord, la déconstruction de soi, la mise en distance et le questionnement des privilèges, puis qu'est-ce que cette personne fait pour pérenniser l'action de déconstruction extra. À partir de ce moment-là, je ne suis pas sûr que je peux répondre moi en disant oui ou non, mais je pense que si on s'attache aux pratiques, il peut être intéressant de voir si on a affaire à une organisation ou à une personne qui est capable de faire bouger les choses, même petitement. Merci beaucoup. Merci. Laïti, tu veux... Donc moi, sur cette question des hipochis, j'avoue que je ne sais pas comment, c'est quoi les critères et tout, mais tout ce que je sais, c'est que on a croisé des gens dans le pays se balader sur des plateaux télé avec leur badge, hifoshi, tout ça, en étant accusés publiquement ou pas d'agression sexuelle. Et donc, je me dis que peut-être qu'il y aurait un autre processus à faire à l'avenir. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir des hifoshi, potentiellement, whatever qu'on l'appelle, des alliés, en fait, des alliés. Parce que alliés, c'est important d'avoir des alliés. Ça, c'est la même chose sur les luttes antiracistes, les luttes, comment dire, ouvrières, les luttes féministes, etc. C'est intéressant d'avoir des alliés, mais les alliés sont à l'écoute. Les alliés ne sont pas là pour reproduire des dynamiques d'inégalité. Donc voilà, c'est comment on s'interroge en fait sur ce dispositif-là. Alors pour les élèves, c'est très décourageant. Hein. Je sais que les parents, même les parents qui essayent d'avoir une éducation pas trop genrée, tout ça à la maison, se retrouvent avec des enfants qui reviennent de la garderie, de l'école, avec tout un dispositif mental déjà très organisé. Mangorla, moi je suis un petit garçon, je fais pas ci, et puis qui c'est Jigenle, maman wara defli, c'est la fille, elle doit faire ça. Donc ils sont formatés. Et les écoles, bien entendu, ont une responsabilité. Mais moi je pense sincèrement que même dans l'organisation de la classe, même dans les tours de parole, on a les enseignants, les personnes qui enseignent ont quand même des formes de levier et peut-être des rappels aux parents, j'en sais rien. Mais le patriarcat, c'est un système, quoi. Donc c'est long et c'est dur et je ne pense pas qu'on aura grand résultat maintenant, mais au moins d'avoir des lieux où on peut observer des changements, peut-être que ça va faire du bien à la tête. Sur la question des masculinités positives, en fait, je ne dirais pas... faut pas l'utiliser. Je ne considère pas ça comme un concept, en fait, parce que, en tout cas, moi, dans mon milieu de travail, par exemple, quand on en parle, je vois les collègues qui sont là, des personnes qui sont dans d'autres organisations, on parle aussi d'approche, en fait. C'est une approche avec un certain nombre de choses qu'on doit mettre en place pour avoir ça. Maintenant, ce qui va arriver, c'est tous les raccourcis qu'on va prendre pour dire « Ah oui, on a nos hommes hifoshi, nos hommes champions, on les a formés, on a sensibilisé. Maintenant, ils savent tout. Ils ne battent plus leurs femmes. » N'est-ce pas? C'est pas vrai. Ça n'arrive pas. Donc, ça ne fonctionne pas. En fait, il y a un travail politique qui doit se faire, tout comme on a dit sur la question du genre. Repolitisation de tous ces concepts-là. Et tant qu'on n'a pas d'approche féministe pour travailler, ça ne fonctionnera pas. Merci. Il y a une question, un commentaire sur la... C'est ça? Ici, si on pouvait aussi en parler... D'accord. Moi, je veux bien revenir sur la question des masculinités importées. Parce que les masculinités africaines, telles qu'on le voit, sont le fruit de la colonisation, le fruit des religions. On est au Sénégal, de l'islam, en Côte d'Ivoire, enfin, il y a l'islam, il y a la chrétienté. Parce que très souvent, dans les débats, que ce soit même dans les milieux professionnels ou même activistes, on va nous ramener la question de la soumission de la femme, qui en réalité n'est qu'un produit des religions. Donc, il y a cela, mais également le modernisme, en fait, et aussi le côté urbain, dans toutes nos musiques urbaines. Et si vous vous amusez à regarder dans le paysage, les salons de coiffure, enfin masculins, dans les années 2000 surtout, c'était beaucoup de photographies d'artistes, de rappeurs américains, avec, enfin, Tupac Shakur, Tupac Shakur, et j'en passe, en fait. Et
Du coup, il y a également cette définition enfin, de la masculinité là, qui se pose en fait, et qui se construit par rapport à la religion, par rapport à la musique et même en fait, à la sexualité. Parce que quand on regarde dans nos contenus en fait, musicaux, en fait, urbains, il y a cela. Et je pense que Biaya a assez théorisé en fait, sur ces questions enfin, de construction de masculinité africaine. Et aussi le professeur Achille Membe en fait, a également en fait, parlé de cela dans ses travaux. La question... Oui, après, il est assez problématique, en fait, pour moi. Ouais, il est assez problématique. Ouais, si, très problématique. Ouais, très problématique, je sais. Et après, critique structurelle par rapport aux organisations et aux partenaires structurels financiers. Moi, j'ai un double regard, étant donné que je suis dans une organisation qui reçoit des financements de ces organisations-là. Mais après, de côté, dans ma pratique, enfin, entre guillemets, de chercheur, on se rend compte qu'il y a une dictature, il y a une sorte de dictature, une sorte de reproduction de cette hégémonie, en fait. On est contraintes, nous, aujourd'hui, en tant qu'organisation féministe, à travailler forcément sur des projets qui parlent de masculinité positive, alors qu'on n'a pas forcément envie de travailler sur ces questions-là. Et ça reste assez problématique, et même en fait, surtout sur l'approche des droits à la santé sexuelle reproductive. On nous dit de travailler sur des projets pour amener l'homme à comprendre que la femme est libre de son corps. Mais pourquoi moi, en tant que femme, je ne décide pas que je suis libre de mon corps? Mais pourquoi il faut toujours aller rassurer les hommes? Pourquoi vous ne rassurez pas les hommes sur les questions du féminisme? C'est parce qu'ils ne comprennent pas. Et c'est ce discours-là qui est tenu par ces partenaires financiers, en fait techniques, qui veulent soi-disant soutenir ou accompagner le mouvement féministe. Mais ce n'est pas à nous de rassurer les hommes. Comment les enfants? Moi, j'ai la chance aussi de travailler avec les enfants, mais aussi à être prof, enfin, avec des étudiants sur des questions de féminisme, en fait. Et c'est assez chouette parce que je pensais avant enfin, d'enseigner les féminismes qu'ils allaient être hostiles. Mais non, c'est plus des personnes qui ont vraiment aujourd'hui envie de comprendre la question et qui aussi se questionnent même sur l'égalité de genre. La dernière intervention, et puis Fabiola me regarde avec un petit... Je pense que tout le monde a plus ou moins répondu aux questions qui ont été posées. Et moi, j'ai envie de me poser la question, de mener la réflexion. Où se situe notre liberté, en fait? À quel moment est-ce qu'on se dit féministe, jusqu'à quel point? Comment est-ce que les hommes doivent pouvoir comprendre qu'ils sont des dominants et à quel point ils doivent être déconstruits? Donc ça, je pense qu'en fait, il faudrait qu'on se pose cette réflexion à plusieurs niveaux. Pour les ONG, en fait, souvent quand je vois qu'il y a des manifestations, quand je vois que des femmes sont violées, quand il y a beaucoup d'exactions que les hommes font, ils parlent de droits de l'homme. Mais on ne parle pas des droits des femmes, en fait, parce que nous sommes incubés. Quand on parle en général, on parle au masculin. On ne parle pas au féminin. Donc ça, je pense qu'il faudrait qu'on se pose la question à ce niveau-là. Pour la question des religions, des masculinités importées, j'ai parlé tout à l'heure des masculinités sur le point de vue politico-religieux au Sénégal. Je pense qu'au Sénégal, nous vivons un islam culturalisé. La culture est incubée dans l'islam, jusqu'à quel point nous singeons les Arabes, dans la posture, dans la vêture et même dans la façon de traiter les femmes. Et moi, je pense que quand nous aurons le jour, nous avons des prêcheuses. Mais les prêcheuses sont tellement orientées soumission, génuflexion, hadith, disant que les femmes sont soumises aux hommes. Donc ça, je pense qu'en fait, à ce moment-là, nous pourrons parler vraiment de masculinité déconstruite. On en a, mais jusqu'à quel point? Merci beaucoup, merci à toutes nos panélistes, merci à Dr Cher, merci Laïti. Et je pense que ce sont des discussions qu'on pourra continuer dans la salle et peut-être à la pause. Merci beaucoup.